Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans un monde où Bradley Beal va percevoir 97 millions de dollars d'ici à 2030 de la part des Phoenix Suns sans faire partie de cette franchise. C'est beau. J'adorerais avoir un métier Eh oui, où genre, on me dit reste chez toi, je te donne des millions. arrête de venir, je te donne 97 millions sur 5 ans. Ok, Et c'est bon. surtout ne viens pas. Surtout ne viens Surtout, on veut plus te voir. Y a pas de problème, je me casse sur le champ. Et si vous trouvez ça bizarre, attendez de voir ce dont on va parler dans cet épisode. Car une nouvelle fois, l'heure est grave, messieurs, dames. Cette ligue qu'on aime tant, la NBA, Elle est est-elle truquée? Les truqués. Bien sûr. Et on va faire le point juste après le générique. La NBA est truquée. Ou la NBA est-elle truquée? On n'a pas encore choisi. Bien sûr, sur le titre, évidemment. Ça on a choisi. Ça remettra 100 points d'interrogation. Là, cette fois-ci, on est dans les abonnements, dans les clics, dans les j'aime. On va faire les titres putaclic, y a pas de problème. On y va, c'est les vacances. Let's go. On y va à bloc. Plus sérieusement. Vous aurez votre réponse. Vous aurez votre réponse ou pas, mais ce sera à vous de la Ou déterminer. pas. Nous, on C'est vous vous qui allez donne choisir. des infos. On donne des clés, des petits, voilà, on distille. En Ouais. ce moment, il y a Fort Boyard, Passe-Partout, bon voilà, on distribue des clés. Du coup, on a essayé de se concentrer un peu sur 3 axes qui pouvaient apporter des fois ces suspicions. La draft, les trades, plus ou moins arrangés, plus ou moins souvent pour arranger les gros marchés, mais on va y revenir, et différents faits de jeu ou choses qui se sont passées la veille de match ou pendant les matchs, dans la salle. Voilà. On va essayer d'aborder un petit peu tout ça. Et je pense que le plus logique, on va dire, pour commencer quelque chose au sujet de la NBA, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire la draft. On va peut-être revenir en premier sur un événement qui a eu lieu dans l'actualité, c'est la draft de Cooper Flagg. Donc les Mavs qui récupèrent le premier choix de draft. Jusque-là, pas de problème. Quand on commence à regarder le pourcentage de chances qu'ils avaient de récupérer le premier choix, ça paraît suspect. Et puis, quand dans la saison, ils ont réalisé le plus gros transfert de l'histoire en se séparant de leur franchise player que, en gros, personne n'aurait jamais vendu, ça devient encore plus bizarre. Est-ce que tu as se poser des questions. un petit point à apporter? Bien sûr. Pour vous dire un peu la vérité, c'est ce qui a déclenché en gros notre idée de faire un point là-dessus, parce que on sait... Ça fait longtemps qu'il est sur le feu, cet épisode. Voilà, il y a un petit moment, Mijote. en fait. Voilà. Et déjà le trade de Doncic nous questionnait. Quand derrière on apprend qu'il récupère le premier choix de draft, on pouvait pas faire autrement que d'en parler. Bien sûr, on va vous amener la théorie du complot, tout ce que vous voulez, tous les belles phrases que vous pouvez entendre au-delà de ça. Après, franchement, tout ce qu'on va dire, en gros, ça va être amplifié et essayer, bien sûr, de... Amplifier pas tellement, des fois, pour le coup, mais de tourner, bien sûr, comme on l'a dit dans le titre, que la NBA est peut-être truquée, ou en tout cas mis sous scénario, sous le nom que vous avez envie de lui donner. Ou le hasard fait vraiment parfois très bien les choses. Très bien les choses, bien sûr. On va essayer d'y revenir. C'est vrai que quand on prend un petit peu ce transfert qui arrive en cours de saison pour entrer dans le vif du sujet, on est loin d'être les seuls à se faire cette réflexion. Il y a plein de choses où ça sort en se disant mais comment c'est possible de faire un tel trade, etc. Et puis déjà avant même qu'on apprenne que les Dallas Mavericks récupèrent le premier choix de draft, je crois que c'est Rémi Reverchon dans une vidéo, donc hommage à lui, au moment du transfert, il dit
Imaginez à la fin de la saison, vous avez Dallas qui récupère le premier choix de draft, et je crois que c'est dans l'émission sur Clutch. Et il dit ça, et genre au début, c'est vraiment en mode ça rigole, etc. Et puis en fait, quand ça tombe, tout le monde se dit non, mais attends, c'est pas possible. Et en vrai, c'est pas la première fois que ça arrive, en fait, que des équipes qui aient quasiment aucune chance de récupérer le premier choix finissent par le récupérer. Alors, bien sûr, c'est un système de loterie, donc ça peut paraître logique, mais il y a eu des fois où ça a interrogé plus que d'autres. Il y a effectivement toujours cette place, comme tu dis. Est-ce que le hasard a vraiment fait les choses? Et on pourra jamais l'affirmer ou l'infirmer là-dessus, puisqu'il y a toujours un pourcentage de chances qu'ils l'obtiennent. Donc, malgré tout, ok, il peut être très faible, mais il peut intervenir. Et donc, c'est là que ça questionne par rapport aux autres équipes qui avaient ou qui auraient pu avoir un plus gros pourcentage. Et c'est vrai que quand, dans cette même saison, tu te dis comment un general manager arrive à accepter un tel transfert, tu te dis, il a une idée derrière la tête, c'est pas possible, il y a une contrepartie, etc. La contrepartie, bien sûr, il pouvait pas envoyer Doncic contre Jackson Hayes, on est bien d'accord. Il récupère Anthony Davis, etc., qui fait partie d'une contrepartie compensatrice, mais bon, on l'a bien vu, hein, ça satisfait pas du tout les fans. Eux, ils étaient pas du tout pour ce trade, et du coup, ils le comprennent pas. Personne ne le comprend d'ailleurs, et après, du coup, vient effectivement ce premier choix de draft, alors qu'ils ont seulement 1,8% de chance de l'obtenir. Ça questionne. Est-ce que c'est la loterie pure et le hasard a bien fait les choses et en gros a un peu sauvé les miches de Nico Harrison, mais c'est un peu la question. Ça sûrement, peu importe comment c'est arrivé, c'est sûr que pour lui c'est bien tombé à mon avis. Après, on va essayer bien sûr, au-delà de la blague, de donner un petit peu de relief à chaque fois sur les différents éléments. Les potentialités du fait que ça soit truqué, l'intérêt de la NBA, ce serait quoi? Réaliser le plus gros transfert de l'histoire, du moins un des plus gros, même Dans si tout le une monde l'a saison annoncé comme ça. qui était un peu morte en fait, et c'est là aussi ça pose question. Alors, Ouais. on va de toute façon résumer très rapidement. Le nerf de la guerre, comme d'habitude, c'est l'argent. Donc en gros, pourquoi il ferait des trucages ou des scénarios pour certaines équipes, c'est pour augmenter, comme on vous a publié l'article sur les droits TV, etc. Et toujours dans un but de rapporter plus d'argent, que ce soit pour eux, pour les joueurs, mais bien sûr pour que la ligue continue de grandir, même si elle est déjà très grande, mais l'objectif final serait celui-là en tout cas. Il y a ce truc-là qui est amplifié par le fait que quand ça arrive, c'est le moment où tout le monde dit qu'en ce moment les audiences de la NBA sont en baisse, alors qu'il y a ces nouveaux droits TV qui arrivent, qui vont entrer en vigueur, etc. Mais ça arrive dans une période où tout le monde parle de ça. Tout le monde dit ah ça baisse, il y a des gens qui se désintéressent de la saison régulière parce qu'il y a eu trop de matchs, parce que ceci, parce que cela. Quand ça arrive, ce transfert-là, ça arrive aux alentours du Super Bowl et ça éclipse tous les autres sports américains pendant toute cette période-là, en fait. Tout ce qui sort, y compris nous sur notre chaîne, etc., chaque podcast, chaque truc, parle de la NBA, fait des chiffres en termes de vues, et du coup, tout le monde est de nouveau concentré sur la NBA. Donc, si l'objectif de la Ligue, c'est ça, pour le coup, ça a au moins le mérite de fonctionner. Toujours en partant du principe que ça soit volontaire. Moi, la seule petite interrogation que j'ai, et je pense que c'est important à chaque fois d'apporter aussi un élément qui vient contrebalancer tout ça, c'est est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant de faire arriver un Cooper Flag dans un gros marché? Un vrai gros marché.
Peut-être. tant il y a déjà de l'attente. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'on peut parler de marché middle pour Dallas sans être un gros marché, même si il y a bien en dessous, etc. Mais je pense que malgré tout, si on part du principe que, que c'est prédit et organisé par la NBA, je pense qu'ils ont Mhm. quand même plus d'intérêt à faire venir Luka Doncic aux Lakers qu'un Cooper Flag, dans le sens où Luka Doncic est déjà confirmé. Il y a en plus de ça toute l'histoire du trade autour qui va faire parler de la Oui, du NBA. coup, ça fait double, Ça fait double événement un petit peu. double action. Ouais. Alors qu'un Cooper Flag, ok, un gros prospect numéro un qu'on n'a pas eu depuis peut-être un petit moment, enfin sans compter Victor, euh, on peut se demander si Américain. américain pour le coup, Mhm. pour le coup, c'est vrai que ça faisait un petit moment que les Américains n'avaient pas sorti un gros prospect de draft et il y a toujours ce point d'interrogation des numéros un, est-ce qu'ils vont confirmer derrière? Donc je pense Mhm. que si vraiment c'est voulu, la NBA a quand même plus d'intérêt à le faire. Après, c'est vrai qu'on peut contrebalancer en disant peut-être qu'ils auraient juste pu faire venir Cooper Flag, etc. Mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus d'impact la venue de Doncic que juste un Cooper Flag aux Lakers. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis. J'avais pas vu ça spécialement sous cet angle-là. Je me disais, bon, t'as un prospect comme ça, vaut mieux l'envoyer dans une grosse ligue. Mais Tu aurais pu, hein, t'aurais pu. j'avais pensé au côté, t'es jamais sûr de ce que ça va donner derrière. Mais par contre, ne serait-ce qu'effectivement pour le double impact, effectivement, c'est plus intéressant. Dernier petit point pour, entre guillemets, encore une fois, apporter un petit peu d'équilibre dans la balance. Euh, Cette année, par exemple, les trois pires bilans de la saison 2025, ils font pas partie du top 4 de la draft, alors qu'ils avaient 14% de chances de l'obtenir. Et il faut garder en tête que même quand tu finis, vous pouvez demander à Détroit, hein, ça leur est arrivé régulièrement ces dernières saisons, même quand tu finis avec le pire bilan de la ligue, en fait, tu as moins de chances d'obtenir le premier tour de draft que les quatre autres premiers tours de draft, en fait. Hmm. C'est toujours le moins de chances, c'est d'obtenir le premier tour, peu importe ton classement, à quel point il est mauvais. Tu as plus de chances que les autres équipes, mais en attendant, c'est quand même la plus infime chance, c'est de réussir à obtenir le premier choix. Donc, Ouais. Et c'est là ça que reste le système de la loterie. les pourcentages qu'on vous affiche sont ouf. C'est que vous voyez bien qu'entre 14 et 1,8 ou le plus bas le Magic en 93 qui a obtenu Mm. un 50, enfin, le pourcentage de l'avoir et il finit quand même par obtenir ce premier choix de draft. C'est là que ça interroge en fait. Quand tu as Ouais. autant d'écart en pourcentage, alors une nouvelle fois, hein, on vous a dit, ça reste une loterie, tu as quand même un pourcentage de chance de gagner, il le gagne. Certes, 14%, c'est pas non plus extrêmement élevé, et c'est là qu'on peut aussi dire que c'est clairement dû à la chance. Et peut-être que c'est vraiment tourné comme ça et que la NBA n'y est pour rien. Mais c'est vrai que on se pose plusieurs questions. C'est clair. Et ne pas oublier que toujours dans ce système-là, le but de la ligue annoncé, du moins, étant Hmm. toujours d'éviter le tanking. Et c'est pour ça que, en gros, quand tu finis dernier, c'est pas t'as une chance sur deux ou 60% de chance de remporter le premier tour. Non, quand tu finis dernier, je crois que c'était une sur 4 ou une sur 6, donc c'est toujours une infime chance dans le but qu'effectivement, bah, tu des équipes qui tankent pas tout au long de l'année. Malgré tout, c'est des choses qui sont pas arrivées une seule fois. Tu parlais tout à l'heure d'Orlando avec le Shaq. On peut aussi penser à Derrick Rose à Chicago, qui en plus lui arrive dans une ville où il est originaire, alors que c'est pareil, Chicago à l'époque, ils ont 1,7% de chance d'obtenir le premier choix, et ça tombe chez eux. Encore une fois, hasard des choses ou calcul de la NBA. C'est un peu la question qu'on peut se demander. À chaque fois, effectivement, enfin, à chaque fois, c'est beaucoup dire, mais sur voilà, des gros prospects comme Derrick Rose ou LeBron James,
deux joueurs qui retombent directement dans leur ville ou en tout cas région natale pour LeBron, parce que il retombe dans l'Ohio avec Cleveland, etc. Ouais. C'est vrai que ça questionne une nouvelle fois, dans le sens où, d'autant plus pour Chicago, alors LeBron, quand il arrive à Cleveland, avait beaucoup plus de chances. Enfin, Cleveland avait beaucoup plus de chances d'obtenir ce premier choix de draft, donc c'est vrai. jusque-là, on peut trouver une certaine logique. C'est vrai que Chicago, On avec peut même seulement... partir du principe qu'il maximise de faire cette aussi mauvaise saison, sachant que LeBron va que arriver. LeBron Parce que arrive derrière. quand les mecs comme ça arrivent, on le sait, à peu près 2 ans, des fois même 3 ans. Par exemple, Cooper Flag, quand Wemby est drafté, on sait déjà que l'année d'après, Cooper Flag est dans les tuyaux. Donc c'est des choses que les équipes peuvent un petit peu anticiper. C'est clair. Du coup, oui, beaucoup plus étonnant pour Chicago et Derrick Rose, qui lui est clairement un mec de Chicago et il l'a toujours fait savoir. Quand il retombe à Chicago en étant choisi au premier tour et à la première place, avec seulement 1,7% de chance de l'obtenir, c'est vrai que là, ça questionne beaucoup plus. À cette époque-là, tout le monde se dit, bah oui, on veut relancer l'équipe historique qu'est Chicago et quel autre meilleur moyen que ça. Tout à l'heure, tu nous avais parlé brièvement du Shaq aussi. Ouais, alors, c'est une histoire encore plus tordue un peu que... Mais on est là pour ça ce soir. Là, exactement, donc on va aborder le sujet, mais les villes natales, bon, on a fait le tour, et là où ça devient encore plus tordu, c'est que, en fait, le chat qui raconte une anecdote sur la chaîne YouTube de Ashley Neville, où il paraîtrait, c'est vrai que c'est pas un mec que je vois faire ça juste pour le bad buzz, etc., que David Stern, qui est à l'époque le commissionnaire de la ligue, vienne le voir l'année avant sa draft, donc en 92, puisqu'il est drafté en 93, et il lui demande: est-ce que tu préfères jouer où il fait chaud ou où il fait froid? Clairement, il y a des équipes qui ont une nouvelle fois 14% de chance de l'obtenir, etc. On parle de Minnesota et de Charlotte. Si vous savez un peu où finit le Shaq, et il finit à Orlando avec seulement 1,50% de chance, et là c'était le pourcentage le plus bas de l'histoire, en tout cas, qui a obtenu le premier tour de draft. Pour les moins géographiques des États-Unis, Orlando se trouve en Floride, et il fait bien plus chaud qu'à Minnesota ou à Charlotte. Et quand il lui répond donc du coup qu'il veut jouer au show à David Stern et qu'il finit par tomber à Orlando, avec un si petit pourcentage, c'est vrai que ça questionne. Mission accomplie, monsieur David. Voilà, c'est un peu ça. Bon, théorie du complot une nouvelle fois, ou juste coup du hasard, on pourra pas le savoir, mais c'est vrai que là ça devient un peu plus questionnable si cet échange est vrai avec David Stern, en tout cas. C'est clair. Pour rester un petit peu dans les histoires what the fuck, on va dire, autour de la draft, on a évidemment tout récemment Bronny James, qui est évidemment drafté par les Lakers, que aucune autre équipe ne choisit avant, ni quoi que ce soit. Ça, pour le coup, je pense que là, c'est même pas une demande d'Adam Silver en particulier. Je pense qu'on sait que les équipes n'en veulent même pas. N'en veulent pas. Milieu de deuxième tour, comme ça, enfin... Oui, ça aurait pu tomber sur lui comme un autre, tu vois. Mais là, sachant que Boston sélectionne juste avant les Lakers, ça aurait été très amusant. Ils auraient pu le faire. J'aurais aimé voir ça. Juste pour dire non, je rigole. Et on le transfère là, dans l'année qui suit. Allez hop. Donc, voilà, évidemment, Bronny rejoint papa, le programme est lancé depuis toujours, LeBron a passé ses coups de fil, personne prend, ok, ça va, pas de souci. Et puis après, on va quand même parler de notre Victor Wembanyama national, qui, ça s'est toujours su,
la filiation Spurs, joueur français avec Tony Parker, lui qui a toujours voulu aller là-bas. Et évidemment, cette année-là, alors, ok, classement pourri, chance de draft, etc. Mais en attendant, Victor, évidemment, l'année où il doit être drafté numéro 1, et c'est attendu depuis perpète, c'est les Spurs qui récupèrent le premier choix de draft. Et derrière s'en suivent les photos de Victor avec les maillots des Spurs quand il est petit, etc. La belle histoire, une nouvelle fois. Encore une fois, coïncidence ou pas. À vous de choisir. On vous laissera juger. Pour rester et un petit peu faire le passage, on va dire, sur le deuxième axe qu'on vous a annoncé en début d'épisode avec les transferts, on vous a parlé de LeBron l'année où il est drafté. Il y a aussi l'année où il revient. Ils ont de nouveau le premier choix de draft. Donc on peut se dire, encore une fois, on essaye de tout faire pour que ça se passe bien, donner de l'élan. Et puis, il y a aussi The Decision, qu'il annonce au cours d'une émission, où après, d'ailleurs, Griezmann avait tenté de faire un petit peu quelque chose de similaire, ce grand fan de NBA, où pour ceux qui ne l'ont pas, en gros, LeBron James fait une émission d'un peu plus d'1h30, où à la fin, il annonce qu'il quitte Cleveland la première fois, pour rejoindre Miami. Et autour de ce truc-là, il y a Bosch aussi qui arrive, qui va former du coup un Big Three avec Wade. Et se dit qu'en fait, ça a été arrangé déjà depuis quelques années, pendant Team USA, pendant les JO, quand ils étaient tous les trois là-bas, de se rejoindre à l'été 2010. Ils signent d'ailleurs quelques années plus tôt tous les trois à peu près le même type de contrat, sur la même durée. Bon, là, on est bien dans la théorie du complot, dans le truc où on remonte des années à l'avance, mais toujours est-il que c'est comme ça que ça se concrétise les Heatles à cette époque-là, en tout cas. Après, là, pour le coup, pour contrebalancer, on peut dire que le complot, c'est eux-mêmes qui l'ont monté, dans le sens où... Oui. Ah oui, là, NBA c'est effectivement plutôt un arrangement entre pour aucun prétexte. Oui. Eux se disent, vas-y, on se rejoint à tel endroit parce qu'il fait beau, il y a la plage, etc. On va à Miami plutôt qu'à Cleveland. Et on a une bête d'équipe. Ou à Toronto. Ouais. Et après, ça, on peut dire que c'est des décisions personnelles et pour le coup, là, un peu nuancé sur le fait que la NBA y aurait été pour quelque chose, même si je pense que ça l'a une nouvelle fois bien arrangé, avec ça, effectivement, comme tu disais, l'émission The Decision, etc., de LeBron, qui a fait beaucoup parler, etc., qui a fait beaucoup de vues et qui a du coup porté la hype absolue sur l'arrivée de LeBron à Miami, et ensuite les audiences télé, etc. Donc, oui et non, dans le sens où on peut dire que c'est eux-mêmes qui avaient monté ce complot et que la NBA, pour le coup, peut-être a juste récupéré les recettes de ce complot. De son complot-là. Personnel, entre guillemets. La seule chose, éventuellement, dans ce cas-là, si ça avait été organisé de cette manière-là, c'est qu'on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, le tempering, en NBA, c'est interdit. Le tempering, c'est quoi ? C'est, en NBA, vous avez des dates précises, des moments où vous avez le droit de discuter des transferts. On ne parle même pas de signer des transferts. Pendant la saison, de telle date à telle date, il n'y a pas le droit de parler de transfert. Et on entend, attention, au cercle élargi, c'est-à-dire pas juste la voix officielle, c'est-à-dire pas de drague pendant les interviews, pas de messages en perso, pas de discussion pendant les matchs. Sur le papier, c'est très strict autour de ce truc-là. Ensuite, on sait qu'il en est tout autre, même si ça s'est calmé ces dernières années. Combien de fois on a vu des périodes de transfert s'ouvrir à minuit, et à minuit 1, tu as des contrats de signés de 45 millions pour les 2 prochaines années. C'est pas des choses qui se règlent en 30 secondes normalement. Voilà, je pense que on sait qu'ils ont un peu plus d'argent que nous, mais je pense que quand même, avant d'investir autant, il y a peut-être un échange entre les deux qui a été fait, quoi.
Euh, En parlant de tempering, de transferts justement qui ont pu paraître un peu suspects, on peut, là encore une fois, on est là pour ça, essayer de tirer un peu les théories du complot à leur maximum, c'est-à-dire que l'année dernière, toujours pour rester avec LeBron, Luka, des joueurs dont on a déjà parlé depuis tout à l'heure, il manque un pivot aux Lakers. Le transfert se fait avec Williams des Charlotte Hornets. Le transfert est annulé. La free agency d'après, DeAndre Ayton, ancien numéro 1 de draft, même au niveau actuel, est coupé et les Lakers récupèrent ce joueur. Bon, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais encore une fois, on arrive voilà, sur des... Est-ce qu'il n'y avait pas des infos? Là, une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être pas la NBA, mais est-ce que en interne, ils n'avaient pas des infos, par contre? Une visite médicale qui échoue, c'est quand même pas les plus fréquentes. Bon, on veut bien l'accepter et se dire qu'ils y sont pour rien. Après, c'est vrai que juste derrière, ils arrivent à récupérer un bon pivot. On le saura à l'avenir, mais en tout cas, il a été numéro 1 de draft. Il a été dans les discussions de devenir un grand pivot de la ligue, etc. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, on est bien d'accord, mais en tout cas, il a peut-être une chance en tout cas de monter une grosse équipe avec en plus LeBron et Doncic autour de lui, plutôt qu'un Mark Williams qui serait arrivé. Peut-être qu'il aurait fait tout autant l'affaire, mais en tout cas, en termes de renommée, effectivement, il y aura plus d'impact à faire venir un DeAndre Ayton qu'un Mark Williams. Vous le savez, dans ce podcast, on tient à conserver cet équilibre pour la bonne humeur de chacun. Quand on parle des Lakers, on est bien sûr obligé de parler des Celtics pour contrebalancer. Et je pense qu'on peut parler du transfert de Kevin Garnett, excusez-moi. Oh le lapsus. Il a balancé. C'est trop tard. Non, merde, il vient d'arriver. Si ça avait été avant le transfert de Houston, on aurait dit, attends, peut-être que... Non, ouais, on peut revenir sur le transfert de Garnett, effectivement, qui, à l'époque, justement, il est dit, alors là, encore une fois, bruit de couloir ou pas, mais apparemment, ça serait carrément la propriétaire, maintenant, ancienne propriétaire, Ginny Buss, qui avait dit qu'ils avaient trouvé un accord pour que Garnett rejoigne les Lakers, sauf que, en fait, à cette époque-là, le GM des Timberwolves, c'est un ancien de la maison des Celtics, proche de Danny Ainge, ancien coéquipier de Parrish et de Bird, et lui aurait mis son veto en disant « Moi, renforcer les Lakers, jamais de la vie ». Et du coup, il accepte un transfert de ce qui en ressort, beaucoup moins intéressant sur le papier pour Minnesota, mais qui arrange fortement par contre les Boston Celtics. C'est sûr que pris comme ça, il y a... Enfin, c'est des bruits de couloir, mais c'est vrai que en vrai ça peut s'entendre. Après, on sait que c'est un transfert qui a fait énormément parler à l'époque, parce que justement, Kevin Garnett, et même juste le fait qu'il quitte Minnesota, alors que Minnesota comptait beaucoup sur lui, ne serait-ce que pour exister dans cette ligue, alors qu'il était au fond du trou, il a réussi à les emmener sur plusieurs tours de play-off, mais sans aller jusqu'au titre. Effectivement, il se retrouve à Boston avec une nouvelle fois un Big Three qui est formé avec la venue simultanée de Ray Allen. Il relance une franchise mythique qui était un peu dans le dur. Surtout que cet été-là, quand Ray Allen et Kevin Garnett arrivent, la saison précédente est catastrophique, où ils ont que Paul Pierce en fait, mais ils sont très mal classés. Ils sont mal classés, Boston n'arrive plus à rien. Et en fait, dès qu'ils arrivent, tout est changé et tout est révolutionné. Ça finira par un titre en 2008. C'est quelque chose de
forcément fort à l'époque dans la ligue et qu'il n'y avait pas tous ces réseaux, etc., comme on a aujourd'hui, qui auraient certainement fait beaucoup plus parler à ce moment-là. Oui, clairement. On peut switcher sur un autre fait que les gens connaissent ou ne connaissent pas. À l'époque, on a Chris Paul qui est reconnu comme étant un très fort meneur de la ligue et je pense que même si vous suivez un peu de loin, vous avez déjà entendu parler de lui. Il est un peu à son apogée ou à son futur prime en tout cas au moment où il demande au moment où il demande son trade. Il est un accord à l'époque. Voilà, un accord est trouvé par les différentes franchises. Alors ça implique plusieurs franchises avec Houston qui recevra Pogazol, etc. Et plusieurs joueurs, Scola, etc. qui seraient envoyés du côté de la Nouvelle-Orléans. Et les Lakers devraient réceptionner un Chris Paul pour une association à Kobe Bryant et tout le reste de l'effectif. Et là, David Stern, qui est encore commissionnaire de la Ligue à cette époque-là, non pas a priori sur une décision personnelle ou de la Ligue, mais par la pression des autres dirigeants qui estiment que les Lakers seraient trop avantagés par cette venue et le trade est annulé par David Stern qui est un peu se questionner à quel moment un commissionnaire de la Ligue voilà, est-ce que ça rentre dans ses droits? A priori oui, parce que en tout cas c'est fait. Après ça questionne complètement en fait le poids des general managers des autres équipes, mais aussi de l'effectif qui souhaite réceptionner le joueur. C'est-à-dire que eux se sont mis d'accord. Pourquoi le commissionnaire viendrait s'y opposer? C'est un peu un gros point d'interrogation à l'époque, et je pense que ça le restera un peu toujours. Ouais. Même si on sait que la Ligue tend aussi d'un... Alors, ils aiment bien les gros marchés, mais ils se veulent un peu... équitable en termes de niveau, pour que toutes les équipes soient compétitives, etc. Donc, un gros point d'interrogation là-dessus sur un complot, sur un scénario qui aura été mis en œuvre par tel ou tel dirigeant. Surtout que pour resituer de manière complète les faits, à cette époque-là, New Orleans est vendu, entre guillemets, du moins est à vendre, en fait. La Ligue veut conserver cette franchise, mais il n'y a pas encore de repreneur. Du coup, au moment en fait où ce transfert s'organise, c'est la Ligue, la NBA, donc David Stern, qui est, entre guillemets, propriétaire de la franchise des New Orleans, qui recherche activement un repreneur pour pas qu'il y ait ce conflit d'intérêts, pour pas qu'il reste en fait, pour pas que la Ligue reste décisionnaire des choix de New Orleans, parce que la franchise est laissée comme ça à l'abandon, justement, sans general manager, sans propriétaire à proprement dit, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que une nouvelle fois, manigance de la Ligue qui se dit, pendant que c'est nous aux manettes, on va envoyer Chris Paul aux Lakers, et en fait, sous la pression des general managers qui voient le truc là, pour le coup, un peu trop grand, l'éléphant dans le couloir, qui disent non, vous n'allez pas nous faire ça, vous n'allez pas envoyer Chris Paul à côté de Kobe, juste parce que là, vous avez New Orleans aux manettes, et du coup, cette fois-ci, David Stern qui rétro-pédale, et qui se dit non, on va pas faire ça, parce que sinon, en fait, si on part du principe du départ de toujours, faut que ça fasse parler, faut que ça soit attractif, en fait, David Stern a aucun intérêt à bloquer ce transfert. Aucun. Non. Si on en reste sur ce point unique, c'est sûr ça aurait été un peu... Alors, c'était il y a plus longtemps, et une nouvelle fois, les réseaux sociaux étaient moins développés, mais ça aurait fait du Luka Doncic, en fait. C'était le joueur que tout le monde voulait acquérir à cette époque-là. Donc, voilà.
qui est un peu plus attendu, puisque c'était déjà dans les débats, et c'est moins soudain, mais c'est sûr que il aurait eu tout intérêt à le faire, à monter une super team aux Lakers, etc. C'est clair. On va passer peut-être sur le dernier axe. Alors, si vous en voulez, hein, des transferts comme ça qui ont soulevé des interrogations, c'est tous des les exemples. ans, presque, Je pense tout. que On vous peut pouvez faire en une trouver semaine de liste podcast, un il n'y a pas de problème. C'est quasiment infini, hein, c'est vrai. Sur On ce va type essayer de que ce truc, soit digeste et on a essayé de vous mettre les faits, je sais pas si c'est les plus marquants, mais en tout cas qui ont oui, marqué et puis la avec ligue. des joueurs qui ont marqué un peu C'est ça. leur époque selon les différentes étapes. Et puis, bah, forcément, dans tout ça, il y a aussi des faits de jeu, de matchs, d'arbitrage, qui ont soulevé la controverse un peu à son paroxysme par moment. Et il y a eu des matchs qui ont porté à confusion. Je sais pas s'il y en a un où tu veux commencer. Moi, je crois que le premier comme ça qui me vient à l'esprit, c'était le match en finale entre les Mavs et le Heat, où en fait t'as les Mavs qui dominent le début de la série, qui remportent les deux ou même les trois premiers matchs, les deux je crois, les deux premiers matchs. Et puis t'as le Heat qui se réveille et t'as ce match où Dwayne Wade a juste pour lui 25 lancers francs de sifflet, soit autant que tout le reste de l'équipe des Mavs. Et on était ressorti après que toute la saison, Cuban avait allumé les arbitres par-ci par-là, tout le temps se plaignant, etc. Et que les arbitres, énervés contre Cuban, auraient tout fait pour que la franchise de Mark Cuban perde en fait cette finale, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti. Vous pouvez ça, pour le coup, c'est pas trop tiré par les cheveux. Ça fait partie des histoires qui sont énormément ressorties en NBA. Il y a plein effectivement de petites histoires comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est un peu plus questionnable dans le sens où il y a toujours la part humaine de l'arbitrage qui entre guillemets fait de son mieux, mais qui peut se tromper. C'est plus difficile à prouver, je suis d'accord. Voilà. Les pressions de fin de match, etc., qui peuvent influer. Après, c'est vrai qu'on a vu des joueurs faire des sorties, et des Evan Turner ou même des Iguodala qui étaient alors des mecs qui représentaient le syndicat des joueurs. Donc c'est vrai que c'est quand même des personnalités fortes et qui ont, je pense, pas trop d'intérêt à forcément dénigrer la ligue et l'arbitrage en lui-même. Mais c'est vrai qu'on les a vus. Du fait. C'est ça. C'est que c'est pas, et comme tu dis, dans leur habitude et qui semble naturel chez eux, juste de critiquer pour critiquer. Du coup, on les a vus apparaître dans un podcast de Gilbert Arenas, où notamment Evan Turner, il raconte que Elton Brown a à l'époque comment dire, un senior de l'équipe, enfin un pilier de l'équipe, un vétéran, c'est ça que je cherchais comme mot. Il leur dit dans les vestiaires que ça va être dur au niveau arbitrage, etc. Parce qu'en fait, tout le monde veut voir passer Boston et non Philly. Et au final, c'est ce qui se passera pour jouer contre le Heat après. Et il le dit en gros, il y aura beaucoup plus de fautes pour eux, il y aura des discours un peu bizarres et choquants qui peuvent pas trop se comprendre comme ça si on en reste sur du jeu pur. Après, effectivement, si on part sur une théorie un peu complotiste, peut-être qu'on demanderait aux arbitres d'orienter un peu les fins de match. Après, s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, et c'est aussi la question. Si tu gagnes de 30 points, je pense que même avec toutes les fautes sifflées, on ne pourra pas révolutionner un match, mais c'est vrai que il y a une dynamique, il y a des temps importants dans les matchs qui peuvent jouer là-dessus.
On sait à quel point ça les- peut frustrer et du coup, Et en plus de ça, après, oui, il y a une part psychologique sur le fait de, comme tu dis, d'être frustré, de voir des fautes plus sifflées d'un côté que de l'autre et qui sembleraient injustifiées. Et du coup, c'est là qu'on peut se demander si les arbitres, je sais pas comment on peut appeler ça, sont soudoyés dans un sens ou dans un autre. oui, ou bon, là, faudra peut-être pas soudoyer, mais c'est bien si vous sifflez comme ça. Le message peut passer, même par des fois message dans la presse, enfin, tu vois, des choses. C'est ça. On sait déjà que par exemple, ils ont quand même des consignes entre la saison régulière et les playoffs. Même si quand on regarde en vrai le nombre de fautes de lancers sifflés, finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça, mais tu vois bien que ça allait jouer plus dur. C'est pas le même type de faute qu'on siffle. Pour rester un petit peu dans ce truc-là, il y a peut-être le match qui a le plus fait scandale, en tout cas en termes d'arbitrage. C'est la série Lakers contre les Kings en 2002, le match 6, où là vraiment, tous ceux qui regardent le match en live, alors nous on va pas vous faire les gardiens du temple, hein, en 2002, on a commencé pas longtemps après à suivre, 2005, 2006, mais en 2002, on regardait pas encore, mais c'est des choses qu'on a vues et revues passer, et du coup sur lesquelles on s'est penché. Oui, l'arbitrage de ce match, là c'est presque, on se pose pas la question. Tu sens qu'il y a une carotte énorme. Une nouvelle fois, le but c'est quoi? C'est que à cette époque-là, 2002, t'as Kobe et O'Neal qui sont au max de leur truc, sauf que t'as cette équipe menée par Mike Bibby, qui donnera son nom à un célèbre podcasteur plus tard, enfin, bon, voilà, ça reste, voilà. Mais qui en fait, c'est eux qui roulent sur la conférence Ouest, et ils sont en passe de sortir les Lakers dans cette série. Bon, Et ça aurait été dérangeant une nouvelle fois pour la ligue et c'est moins bankable, hein. toutes les audiences qui va autour. Tu perds un Kobe et un Shaq qui sont à leur apogée, je ne sais pas, mais en tout cas qui dominent la ligue, qui ont déjà remporté 2 titres, etc. Et en gros, tu leur demandes que de continuer pour agrandir la légende, etc. On va pas critiquer les deux, hein. On est bien d'accord que les deux sont des légendes et qu'ils n'avaient pas besoin d'arbitrage pour le devenir, mais c'est vrai que si vous regardez ce match-là, ou en tout cas des vidéos, vous comprendrez très clairement que il y a quelque chose qui se passe. Anguille sous roche. Voilà, et c'est là qu'on se demande si effectivement certaines franchises et certains marchés, comme on aime bien le dire, des petits et des gros marchés, ne sont pas avantagés pour une nouvelle fois augmenter l'audience, l'argent, les revenus, les bénéfices, tout ça effectué par la NBA et faire grandir la ligue. De toute façon, pour recoller avec le présent, c'est un peu ce qu'on a eu cette année, et toi et moi on en avait parlé, et nous-mêmes on en convenait, où on se disait, bah oui, effectivement, même en tant que fan de basket, si t'es un fan un petit peu plus détaché, bon bah c'est sûr que quand t'as OKC Pacers en finale, peut-être que tu préférerais avoir Tatum et Brown contre Luka et LeBron. C'est clair. Oh, voilà. En tout cas, en termes de rayonnement médiatique planétaire, ça aurait eu une autre portée. Donc c'est toujours un petit peu ça qui soulève ces interrogations sur la Ligue. Du coup, monsieur, la Ligue, la NBA, est-elle truquée? Arrangé, je dirais. Arrangé. Arrangé. Truqué, c'est beaucoup dire. Il y a toujours, bien sûr, un niveau de joueur, des matchs qui sont gagnés, perdus, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a certains arrangements qui se font et on sait que de toute façon, tant qu'il y aura de l'argent dans un peu tout, ce sera toujours comme ça et c'est l'argent qui va orienter les choix et les besoins de chacun. Donc en vrai, je pense que oui, il y a une forme d'arrangement sur certains points.
Après, faut pas tomber dans la paranoïa et continuer à kiffer ce qui se passe en NBA. Et de toute façon, ça restera comme ça. Mais oui, il y a certains, à mon avis, arrangements qui peuvent se faire euh, entre les GM ou les joueurs, que ce soit volontaire de la part de la NBA ou pas, mais il y a des arrangements qui peuvent se faire, effectivement, d'un point de vue personnel. De mon point de vue, je pense et je dirais que en ce qui concerne les drafts, quand bien même elles sont parfois très bien tombées, etc., avec le système de la loterie plus récemment, j'ai plus de mal à croire en certains trucages, on va dire, même si effectivement c'est super bien tombé par moment. Encore une fois, je réfléchis toujours à, par exemple, un Wemby, même avec l'histoire, etc. Est-ce que c'est pas plus bankable si un Wemby il est drafté par New York, par exemple, enfin des choses comme ça, même si à cette époque-là ils sont pas en loterie, mais je veux dire, voilà, il y a toujours des, tu peux toujours trouver une meilleure destination, je trouve, et une autre histoire à écrire. Après, oui, je pense qu'il y a eu des choses où ça s'est arrangé. De là à dire que c'est truqué, je répondrais que c'est un business. Après, je vous laisse vous faire votre réflexion sur le reste. Et le dernier point, si c'est arrangé et qu'il y a des lignes qui sont écrites, bah, gardez en tête juste que on a les meilleurs auteurs de films de l'histoire. Ouais, En fait, vous avez parce un que- bête de film que vous êtes en train de vivre en direct, Ah voilà, et voilà. arrêtez de vous demander si c'est vrai. Juste regardez le film et dites-vous que le film est incroyable. Je préfère le suivre de cette manière, désolé. C'est ça. Et les petits trucages qui ont fait parler à l'époque, ne serait-ce que petite enveloppe cornée pour Patrick Ewing, choses comme ça, Il fallait bien ramasser New York. qu'on vous a laissé un peu de côté dans cette draft. Effectivement, ils ont choisi de maintenant mettre des boules qui normalement C'est moins sont facile à similaires, corner. Il y en a qui C'est disent vrai. que... Regarde, au foot, il y a bien eu des histoires de... Qui Pour sont le plus tirage, il y avait lourdes des que boules qui l'autre. étaient chaudes, il y avait des boules qui étaient C'est froides. ça. Voilà, et c'est... Donc on pourra toujours trouver. En tout cas, ça se voit pas ça- à l'œil. Si tu fais un gros plan sur la boule, tu sais pas si elle est chaude ou elle est froide. C'est pas comme les enveloppes, c'est pas... ça se voit moins. On vous laisse Je pense là-dessus. qu'on a On vous laisse à peu débattre. près fait le tour. Ah oui, important. Débattez. Mettez-nous en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout Est-ce ça. que vous De... pensez que c'est truqué, juste scénarisé, Ou juste même un sur certains business? points, s'il y a des choses qui vous ont étonné ou des choses dont on n'a pas parlé, où vous dites, ouais, et par exemple, ça, c'était quand même un truc de fou. C'est toujours intéressant d'échanger à ce sujet. Et puis, bien évidemment, continuez de vous abonner comme vous le faites actuellement. Ça nous donne envie de continuer à travailler sur des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner, commenter. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve bientôt, puisque il y a un autre sujet, vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, puisqu'on avait proposé 2 sujets et que vous avez évidemment choisi le sang. Donc, on a la commu qu'on mérite. On j'ai fera envie de te dire. on fera quand même le dessus. On se retrouve très vite sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.